en haute latitude. Dans le fond, ça va être présenté par moi seulement, étant donné qu'Edouard Routier a décidé d'abandonner le cours. Donc, soyez pas surpris, je vais être seul à parler aujourd'hui. Donc, premièrement, la navigation en eau polaire, ça constitue un défi opérationnel majeur pour l'industrie maritime en raison des conditions environnementales extrêmes et les risques qui sont particuliers à cette région. L'OMI a adopté le code polaire en 2017 et Transportcan a rédigé plusieurs TP ou règlements euh, pour établir un cadre réglementaire rigoureux qui va encadrer cette navigation qu'on peut dire à haut risque. Euh, Ça couvre tous les aspects de la navigation polaire, du positionnement du navire jusqu'aux procédures d'urgence, puis ça passe aussi par la gestion de risques environnementaux. En plus, l'importance de ces mesures s'est accrue récemment avec l'augmentation du trafic dans ces zones, qui est à cause de la réduction de la couverture de glace qui est liée au changement climatique. Donc, premièrement, le calcul de position en eau polaire. Les systèmes de positionnement par satellite, ou GNSS, présentent plusieurs limitations dans les hautes latitudes. L'OMI a souligné que les géométries des constellations satellitaires euh, sont conçues plus pour des latitudes moyennes. Donc ça entraîne des angles d'élévation défavorables quand on est plus près des pôles. Euh, Ça peut même provoquer des erreurs jusqu'à 100 mètres. Donc c'est quand même inacceptable dans les eaux polaires où il y a plus de danger qu'en latitude moyenne. Euh, en, En plus, les perturbations ionosphériques sont plus fréquentes dans les régions, puis ça vient encore plus aggraver l'inexactitude. Bon. Les solutions réglementaires. Euh, le Code polaire a imposé plusieurs mesures strictes, qu'on peut dire. Donc, on parle de l'utilisation d'au moins deux systèmes GNSS indépendants. Donc, que ce soit GPS plus GLONASS ou GPS plus Galileo, Galileo plus GLONASS, etc. Il faut que ça soit alimenté aussi par des sources d'énergie distinctes. Euh, il parle aussi de l'intégration de systèmes hybrides combinant GNSS, système INS ou système inertiel. Puis même dans certaines zones, il parle encore du Lorentz. Je ne sais plus si c'est à jour, mais on en parle encore dans certains règlements. Euh, En plus de ça, il faudrait effectuer la vérification quotidienne par navigation astronomique au sextant, avec des corrections spécifiques pour les observations en haute latitude. Donc ça, c'était pour l'OMI. Puis maintenant, du côté de Transport Canada, notamment dans le règlement ASSPPR, et il ajoute la calibration hebdomadaire de compas gyroscopiques, la mise à jour obligatoire des tables de déviation magnétique, puis ça avant chaque entrée en zone arctique, et l'installation de systèmes de référence d'attitude pour corriger les erreurs induites par le mouvement du navire. L'installation de systèmes de référence d'attitude signifie aussi qu'on équipe le navire de dispositifs capables de mesurer les mouvements du roulis, le tangage et les mouvements de lancer aussi. Suite de ça, le maintien de la route et gestion de risque. Le géocompas a du mal à fonctionner en haute latitude. Il se base sur la rotation de la Terre, puis pour trouver le nord, puis près des pôles, ben, la rotation les aide plus, donc ça devient plus instable et moins précis. Il y a aussi la surveillance de glace, euh, parce que il y a la présence de glace flottante, puis ça constitue un grand danger en navigation polaire. Donc, le code polaire oblige l'utilisation de radars en X-band et en S-band, avec mode de détection de glace dédié. L'intégration de systèmes IRM-SS, donc Ice Route Monitoring and Safety System, ça pour permettre d'analyser en temps réel les voies navigables. Puis le déploiement de drones de reconnaissance pour évaluer les conditions de navigation sur la route du navire. Il y a aussi le système Nordrig. Euh, Ça a été mis en place par Transport Canada. Puis c'est un dispositif de surveillance en temps réel qui impose transmission de la position, vitesse, cap, état des glaces rencontrées, puis ça à tous les 6 heures, puis via satellite Inmarsat. Il y a aussi l'établissement de procédures d'urgence spécifiques avec numéro direct au RCC, donc Rescue Coordination Center. Puis il y a le suivi continu de tous les navires circulant dans les eaux arctiques canadiennes.
Ensuite de ça, il y a la gestion des icebergs. Les protocoles, ben, ça diffère selon la taille des navires. Les navires sous 5000 tonneaux, on parle d'une distance de sécurité de 2000 nautiques. Pour les navires de 5000 à 20 000 tonneaux, on parle d'une distance de sécurité maintenant de 3000 nautiques. Puis les navires supérieurs à 20 000 tonneaux, on parle d'une distance de sécurité de 5000 nautiques. Ensuite, un autre grand enjeu, c'est la navigation en zone mal cartographiée. Euh, L'OMI exige, face au manque de données précises, l'utilisation d'ECDIS de type 3 avec couche Arctic Chart System, donc ARCS, ou la mise à jour et aussi la mise à jour hebdomadaire de cartes électroniques, l'intégration de données IBCAO, donc International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean. Transport Canada aussi impose une réduction de vitesse selon la formule vitesse max est égale à 3 fois la racine carrée de la profondeur. Euh, Aussi un sondage plus fréquent selon les profondeurs, donc toutes les 15 minutes en eau inférieure à 100 mètres, tous les 30 minutes en eau entre 100 et 200 mètres et tous les heures au-delà de 200 mètres. Il y a aussi des escortes par brise-glace qui peuvent être obligatoires si l'épaisseur de la glace dépasse 120 cm, la concentration de glace supérieure à 7 sur 10 ou la température persiste en dessous de moins 25 degrés Celsius. Maintenant, je trouve intéressant de parler aussi de positionnement astronomique. Euh, Surtout qu'en navigation polaire, c'est essentiel malgré les technologies modernes, comme le soulignait l'OMI dans le code polaire. Oui, les méthodes sont un peu plus traditionnelles, mais ça offre une redondance qu'on peut dire cruciale euh, quand que les systèmes satellitaires sont moins fiables. Euh, les conditions polaires exigent des adaptations spéciales ou plus spécifiques, comme en été, le soleil qui reste permanent, puis dans le fond que ça enlève le crépuscule nautique. Puis en hiver, où que l'obscurité complique les observations, on a plus de misère peut-être à voir l'horizon, etc. Il y a aussi un autre, la- il y a aussi la convergence des méridiens, dans le fond, qui rend des formules plus inapplicables. Euh, euh, il faudrait, il est recommandé, dans le fond, de faire des vérifications tous les 6 heures minimum pour vérifier, dans le fond, ton GPS à l'aide de positionnement astronomique. L'AMI aussi insiste sur l'importance de formation certifiée puis aux méthodes polaires, euh, de, de pratiquer à chaque mois, donc mensuellement, puis de tenir une maintenance rigoureuse des instruments. Avec tout ça, on peut en conclure que les systèmes modernes, ben, ça aide, mais ça remplace pas le savoir-faire d'antan. Même que selon une statistique de l'OMI, le positionnement astronomique, ben, ça a permis d'éviter 38% des incidents critiques en cas de panne. De panne électronique, évidemment. Donc, cette méthode ancestrale, mais ça conserve toute sa pertinence dans l'Arctique. Euh, Ça vient compléter, dans le fond, les technologies modernes pour une navigation plus sûre. Pour conclure, le code réglementaire établi par l'OMI et Transport Canada pour la navigation polaire, oui, compte parmi les plus stricts du domaine maritime. Euh, Cette rigueur, par contre, est justifiée par la combinaison unique de risques. On parle de conditions environnementales extrêmes, éloignement des moyens de secours et la fragilité écologique exceptionnelle. Il y a des progrès technologiques récents. On parlait de drones de reconnaissance, de systèmes hybrides de positionnement et de cartographie par satellite haute résolution. Ça a permis d'améliorer significativement la sécurité. Par contre, comme ont souligné les autorités maritimes, il n'y a pas de technologie qui peut remplacer l'expertise des officiers formés spécifiquement au, au milieu des régions polaires. Les évolutions du code polaire et les règlements canadiens, ben oui, ça témoigne de l'adaptation nécessaire face à l'augmentation prévisible du trafic qui va être causé par le réchauffement climatique. Euh, la navigation polaire, ben, ça reste donc un domaine où l'innovation technologique, euh, la rigueur opérationnelle et la formation spécialisée doivent toutes converger ensemble pour garantir une exploitation plus sûre et durable.